Paul Schaeffer a été condamné à 20 ans de prison pour abus de mineurs. Le chef de la Colonia Dignidad devra verser à ses victimes plusieurs millions d'indemnisations. Schaeffer a été arrêté en mars 2005 à Buenos Aires. Il était recherché au Chili depuis 1997. C'est le seul exemple dans le monde d'un système entièrement conçu pour satisfaire les perversions sexuelles pédophiles du leader d'une organisation. C'était un système quasi industriel pour l'approvisionner en enfants. Les accusations contre Paul Schaeffer ne s'arrêtent pas là. Un procès aura lieu à Paris pour arrestation et séquestration, suivi d'actes de torture. Le parcours de Schaeffer était un parcours qui était connu, peut-être pas dans ses détails, mais dans ses grandes lignes, issu du nazisme, pédophile notoire et criminel, et relais de la répression de la dictature de Pinochet. En 1955, M. Schaeffer est venu chez nous, en Autriche, dans la maison de mes parents. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Quand j'ai vu son visage, j'ai été bouleversée. Je me suis dit, c'est le Christ ? Avec Hugo Barr, un prédicateur de l'église baptiste, il a fondé un foyer pour veuves et orphelins en Allemagne. Et pour cette œuvre, ils ont bien sûr reçu des aides du gouvernement. C'était ici. Oui, c'était ici. Nous l'avons construit, moi en tout cas. En bas, c'était les bureaux. En haut, les dortoirs. Et les grandes fenêtres, là, c'était les salles de classe. Oui, les salles de classe. Il ne reste plus rien de toute la beauté et de tout l'amour qu'on avait mis dedans. Je suis très ému de revoir ça après 45 ans. J'ai le cœur qui bat. Plus rien ne me raccroche à ce lieu. Moi non plus. Cet endroit ne me dit plus rien. Mon premier contact avec le foyer d'aide sociale en Allemagne et avec Paul Schaeffer a eu lieu en 1957. J'avais 12 ans. Ma famille n'était pas riche, on n'avait pas d'argent. Après la Seconde Guerre mondiale, la plupart des gens en Allemagne étaient très pauvres. La Colonia Dignidad est une secte organisée autour d'un leader charismatique. Mais quand on commençait à enquêter, on voyait qu'elle avait une fonction essentielle, approvisionner Schaeffer en enfants pour qu'il puisse les abuser. J'ai rencontré M. Schaeffer à Luther, dans la ville de Luther. C'était en 1957. Ça m'a beaucoup impressionné. Mes parents lui ont proposé de dormir chez nous, mais il n'y avait pas assez de lits. M. Schaeffer devait donc dormir dans ma chambre. Et il est venu dans mon lit. Ça a été mon premier contact avec lui. Il a alors été abusé et en même temps menacé. Il n'avait pas le droit de parler.
La rumeur a commencé alors à courir que Paul Schaeffer était homosexuel et pédophile. La police allemande a commencé à enquêter. C'est pour cela que Paul Schaeffer a décidé de fuir l'Allemagne. Et il est parti avec 300 personnes. Il a acheté une grande ferme, la Villa Baviera, appelée la Colonia Dignidad, à côté de Paral. En janvier 1962, il y a eu un premier convoi de 70 personnes, des enfants surtout. À l'époque, on avait envie d'aider les gens pauvres du Chili. Parce que dans les années 60, il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient au Chili. Le pays était complètement sous-développé. Et avec notre travail, nous avons sauvé la vie de beaucoup de gens, surtout des enfants. Tout le monde dans les années 60 pensait que c'était une œuvre de bienfaisance. C'était écrit dans ses statuts. L'erreur a été qu'en 44 ans, tous les régimes politiques ont facilité la vie de la colonie. Ils ne sont pas chiliens. Ils viennent d'Allemagne avec leurs idées. Peut-être sont-ils une sorte de secte, si vous voulez les appeler comme ça. En tout cas, cette secte a fait beaucoup de bien aux gens du coin. Il y a eu un hôpital gratuit pendant beaucoup d'années, une école qui continue de marcher encore. Espérons d'ailleurs qu'elle puisse continuer. Ils se sont développés grâce aux subventions de l'État chilien, pour la santé comme pour l'éducation. Une œuvre de bienfaisance, disait-il. Les gens qui vivaient alentour venaient 2 fois par semaine à l'hôpital pour se faire soigner gratuitement et recevoir leurs médicaments. Et notre travail à nous n'était pas rémunéré. Ils m'ont fait travailler, je ne vous raconte même pas. Je travaillais avec de lourdes machines pour tracer des sillons pendant 12 heures d'affilée, avec un petit pain et un peu de thé. Et ceci, pendant je ne sais combien de temps. C'était un véritable système esclavagiste. Ils étaient soumis à des journées de travail très dures, sans aucune rémunération, sans aucun contrat, totalement coupés de la société et sans la moindre possibilité d'épanouissement individuel. Les colons étaient de véritables esclaves. On avait un tableau comme à l'école. Et quand il y avait des gens qui faisaient des bêtises pendant la journée, leur nom était inscrit au tableau et on leur faisait un procès public. Peu importe qui c'était, enfants, parents, grands-parents, tout le monde était condamné sans différence. Dans la Colonia Dignidad, il n'y avait pas de télévision, pas de journaux, il n'y avait pas de radio. Il n'y avait même pas de calendrier. Pas de dimanche, pas de jour de repos. Pour eux, tout ça n'existait pas. Ils faisaient partie du nouveau royaume de Dieu. Et ça a duré pendant 30 ou 40 ans. Schaeffer avait ramené d'Allemagne des conceptions religieuses selon lesquelles il imposait à la colonie que les couples ne se marient pas sans son accord avant 40 ou 42 ans. Dès la naissance, les enfants devaient être placés avec leur tante dans des maisons différentes de celles de leurs parents. Et personne, ni les jeunes, ni les parents ne devaient entrer en contact. Mami. Comment vous êtes connus? En cachette, dans la cuisine. C'est vrai? Oui. Pendant 12 ans, on se rencontrait en cachette. Surtout la nuit. Elle mettait son réveil sous l'oreiller et à peine il sonnait, elle l'éteignait et sortait en bleu de travail. On se retrouvait dans un souterrain ou dans une autre chambre.
Elle se réveillait habituellement à 6h30 et avant l'heure du lever, elle était déjà de retour comme si de rien n'était. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Si l'on suivait la logique de Schaeffer, on arriverait à une société stérile. Parce que quand on interdit les couples, quand on sépare les femmes des hommes, il n'y a pas de nouvelle naissance. On a suivi pendant 2 années un traitement afin d'avoir notre enfant. La raison pour laquelle on nous a donné ce traitement, c'était que beaucoup de jeunes filles ici recevaient des drogues à leur insu, pour qu'elles ne se rebellent pas. Et aujourd'hui encore, on en ignore la composition. Ce qui est sûr, c'est que ça a perturbé le système reproductif des filles. Ils ont augmenté ma dose. Donc je suis devenue indifférente. Mais j'ai compris que c'était lié aux médicaments qu'ils me donnaient. Je me suis rendu compte à l'époque qu'ils avaient tout effacé de ma mémoire. Moi aussi, ils ont effacé ma mémoire. Je prenais jusqu'à 20 cachets par jour. Effectivement, les colons étaient maintenus dans un état quasi comateux et de façon permanente, notamment ceux qui posaient le plus de problèmes. C'était parfait pour que Schaeffer puisse faire ce qu'il voulait sans que personne de l'extérieur ne se doute de rien. Un paradis pédéraste dans la colonie. On était venu au Chili pour voir un pays où il y avait du lait et du miel, et tout ce qu'on a trouvé, c'est du sang et du sperme. La majorité des jeunes garçons de la Colonia Dignidad ont souffert d'abus sexuels de la part de Schaeffer. Les deux se sont déshabillés. Et Schaeffer a obligé l'autre à se mettre à genoux. Il lui a pris la tête, comme ça. Voilà ce qui s'est passé. Quand il n'y a plus eu d'enfants allemands, ils ont ouvert les portes aux enfants chiliens. Sélectionnés, teint blanc, yeux clairs. Moi, j'ai fait partie du groupe proche de Paul Schaeffer. Alors on l'aidait, on était au courant de tout, on savait ce qu'il faisait, et surtout avec les enfants. Qu'est-ce qu'il faisait? Il nous touchait, dormait avec les enfants. C'est pour ça que beaucoup de ceux qui ont été abusés par Schaeffer se taisent parce qu'ils ont honte. Pour s'enfuir de Colonia Dignidad, il aurait même fallu pouvoir contrôler la Lune. Car la luminosité de la Lune est telle au Chili qu'on peut lire un journal en pleine nuit. Et nos habits étaient de couleur rouge la journée, comme ceux des esclaves, et de couleur blanche la nuit. J'avais des chaussures qui avaient des marques pour qu'on reconnaisse mes traces. Il y avait un système de surveillance nuit et jour. Et puis, il fallait faire attention au niveau de l'eau du Perquilauquén, qu'il ne soit pas trop élevé, parce qu'ils avaient 40 chiens dressés pour rechercher les fugitifs. D'un côté, il y avait un mur de barbelés dans la plus grande tradition d'Auschwitz. Et de l'autre, côté ouest, le fleuve Perquilauquén, une barrière naturelle. Mais ce fleuve n'était pas tout. Je voulais m'enfuir et quand j'arrivais près du fleuve, il y avait ces pierres innocentes qui sont en réalité des capteurs infrarouges. Les sentiers aussi étaient piégés. Sous la terre était cachée une plaque blanche munie de capteurs de pression. Et sous le poids d'un pied, en marchant ou en courant, on déclenchait un système d'alarme. Et là, on se faisait prendre, arrêter, punir, torturer. C'était une prison électronique. Ce système, il a été importé par les colons.
par Schaeffer. C'est celui d'Hitler. Schaeffer a fondé sa colonie et les nazis, ceux qui étaient en exil, ont tout de suite pris contact avec lui. Et il a prêté son terrain de 14 000 hectares pour les cacher. Et il a créé des liens de communication entre eux. Cela apparaît dans le rapport du Sénat américain, dans lequel on dénonce la participation de Colonia Dignidad à une organisation nazie en Amérique latine. C'est l'opération Odessa. Je connais bien le dossier Odessa. Je sais comment, systématiquement, cette organisation a aidé les nazis à l'étranger à se construire une nouvelle vie. La Colonia Dignidad évoque un lieu extrêmement lugubre, un lieu de ténèbres, où les anciens dirigeants nazis auraient mis au service de la junte de Pinochet les compétences qu'ils avaient acquises sous Hitler. Les États-Unis ont tout de suite reconnu la dictature de Pinochet et l'ont aidé à consolider son pouvoir entre 1973 et 1976. Lors du coup d'État, la Colonia Dignidad a collaboré avec la police secrète de Pinochet, la DINA. C'est là qu'a eu lieu une alliance entre Paul Schaeffer et toute son équipe de commandement et la direction de la DINA, dont faisait partie Manuel Contreras et ses hommes. Et ils ont commis des exactions en violation des droits de l'homme. Je sais ce qui s'est passé au sein de la Colonia Dignidad. Je sais que les gens ont disparu. Je sais qu'il y a eu des tortures, tout ce que vous voulez. Mais moi, je n'en fais pas partie. La seule et unique fois où j'y suis allé, ce fut le 20 août 1974. Quand le général Pinochet m'a ordonné de l'accompagner. Et c'est la première et dernière fois que je suis allé à la colonie. Ce livre a été publié par Amnesty International en 1977. C'est le premier texte dénonçant publiquement les tortures politiques qui ont eu lieu au sein de la colonie. Celle-ci s'est d'ailleurs élevée contre Amnesty et un procès a été ouvert qui a duré plus de 20 ans. Voici le premier témoignage du Dr Peebles en 1977. On est arrivé dans une nouvelle salle où se trouvait une sorte de sommier. Et là, ils m'ont attaché à nouveau. Ils ont commencé à me mettre des électrodes tout le long du corps, un peu partout. Sur 20 parties de mon corps. Sur les pieds, sur les jambes, sous les aisselles, sur les ongles. Une électrode à l'intérieur du pénis et une autre autour du gland, une autre dans l'anus. Et comme ça, sur plusieurs endroits de mon corps. Ils en ont mis ici, ici. Je ne sais plus, par là. Et puis aussitôt après, ils ont commencé à m'envoyer des décharges électriques. Extrêmement fortes. Une patrouille de la DINA est allée me chercher
Elle était commandée par Pedro Espinosa, et c'est eux qui m'ont emmené à la Colonia Dignidad, en même temps qu'Eric Zott et Marcia Merino. Le premier à nous accueillir, c'était Pedro Espinosa. Il nous a dit, ici, la situation est bien plus sérieuse et bien plus grave. Puis il nous a lu toute une série de mesures de sécurité et nous a mis aussitôt sous pression en nous disant « Tout ce que tu n'as pas dit ailleurs, tu vas finir par le dire ici. » À un moment, quand mon casque a glissé sous l'effet des convulsions, j'ai vu Pedro Espinosa. Peebles a fait une déclaration dans un journal en disant qu'il m'avait reconnu grâce à mes chaussettes. Il dit qu'il vous a reconnu. Je ne me suis jamais trouvé devant lui. Je n'ai jamais été là-bas, et encore moins dans la Colonia Dignidad. C'est écrit Villa Rabiela, t'as vu? Oui, il y avait deux portails fermés et qui s'ouvraient. Tout d'abord, il y en avait un où il donnait un mot de passe, et ensuite il y avait un trajet de 5 minutes, et le deuxième portail. Ça, c'est l'entrée. Comment allez-vous? Ça va bien? Un instant, je vais voir. D'accord, merci. Je crois qu'elle va nous faire des problèmes. Son mari est en prison. Don Victor est en réunion. Il vous demande d'attendre ici, s'il vous plaît. Je vais vous dire où je pense que j'étais. Un peu plus loin. Ça pourrait être ici. Ça, c'est l'épicerie? Non, je n'étais pas là. Je suis allé trop loin. Non. Moi, j'étais dans cette maison-là. Cette maison en face, à côté de la pompe essence? C'est ça qu'on m'a dit. C'est peut-être celle-ci. C'est peut-être là-bas. Fais voir. Ça pourrait être celle-là aussi. En réalité, ça pourrait être n'importe laquelle. Ça fait tellement longtemps. 30 ans ont passé. Et puis, on nous a amené les yeux bandés, avec des tampons de coton mouillés dans les oreilles. J'aimerais pouvoir reconnaître l'endroit où j'ai été torturé par Paul Schaeffer. J'ai donc passé 3 jours là-dedans, sans manger ni boire. Je me souviens que le 3e jour, ils ont installé un ventilateur, un énorme ventilateur, en face du lit où ils me torturaient. Et ils envoyaient de l'air. C'est parce que j'étais pourri de partout.
J'avais du pus qui sortait. J'avais des blessures aux lèvres. J'avais de la conjonctivite. Je sentais des tas de trucs dans les yeux. J'avais des blessures un peu partout. Et j'avais des hémorroïdes. J'étais désespéré avec ces hémorroïdes. Et ils mettaient l'électricité là. J'en pouvais plus. Ici, nous, on ne savait pas du tout ce qui se passait, à cause de la culture du secret qui existait. Je dormais, et parfois on entendait des cris. Je me disais que quelqu'un était torturé quelque part. J'ai toujours pensé qu'on était des cobayes. Ils expérimentaient de nouvelles méthodes sur nous. À ce moment-là, en 1975, on avait déjà entendu parler de torture. Et ce n'était pas la même. Celle-ci était brutale. Ce n'était pourtant pas pour tuer. Personne n'aime parler de torture. Bon, voilà. Ils m'ont fait les choses classiques, des coups, des pressions, puis l'électricité, qui était très violente. Puis, il y a eu ce qu'ils m'ont fait avec les chiens. J'étais complètement abruti par les décharges électriques. Et ils ont dit, voilà, ça s'arrête, c'est fini. Là, j'ai pensé qu'ils allaient me tuer. Et quand cette pensée m'est venue, je me suis dit, bon, jusqu'ici, j'ai tenu le coup. J'ai bien mené ma vie. Et je l'ai réussi. Alors, je vais bien la finir. Tu as compris pourquoi tu t'en es sorti vivant? Non, ça a toujours été un mystère. Ça restera toujours un mystère. Nous cherchons ici des altérations du terrain afin de trouver ce que le tribunal recherche, c'est-à-dire des restes de corps de disparus. Nous avons des informations, et elles sont sûres, parce qu'elles ont été données par des gens qui étaient sur place au moment des faits. On peut établir avec certitude les lieux d'inhumation clandestins des personnes qui sont mortes à la colonie. Ces inhumations ont été suivies d'exhumations, également clandestines. En employant de grands moyens et avec une grande efficacité, tout a été enlevé. Donc, selon les informations dont on dispose, les corps ont été incinérés et jetés ensuite dans le fleuve le plus proche, le Perquilauquén.
Un de mes meilleurs amis de jeunesse, un citoyen franco-chilien, Alfonso Chanfro, arrêté en juin 1974, a fini par disparaître là-bas. Cette information, je l'ai eue dans des circonstances assez spéciales. Dans des circonstances où moi-même, j'étais détenu et porté disparu dans la prison de Cuatro Álamos. Un des détenus m'a dit que Chanfro avait été amené à la Colonia Dignidad et que le mieux à faire, c'était de le considérer comme mort. Chanfro Oyarce Alfonso, 28 juillet 1974. Cet homme a été capturé par l'armée en juillet 1974. Chanfro Oyarce Alfonso. Lors d'une opération antiterroriste dans la ferme. Il est détenu, ou plutôt, il est mort au combat. Mort au combat. Il a été enterré à Cuesta de Barriga. Déterré en janvier 1979 par la DINA, la police secrète, et jeté à la mer. Voilà quel a été son destin final. Pourquoi ces méthodes? Chanfro était terroriste. Tout cela était des terroristes. Nous avons été sélectifs. Car si nous avions commencé à prendre les gens, à les tuer, on aurait pu faire comme dans d'autres pays. Il y aurait pu y avoir 20 000 morts. Et pourquoi faire? Ce n'était pas nécessaire. Mais général, vous êtes militaire et vous devez respecter les lois de la guerre. Comme tous vos militaires, quand vous allez à la guerre, vous devez respecter les lois. Mais je n'ai pas dit qu'ici, il y avait une guerre. Il n'y a pas eu de guerre? Il n'y a pas eu de guerre. Je vous parlais d'autres pays tout à l'heure. Mais ici, il n'y en a pas eu. Et ceux qui combattaient, comment vous les appelez? C'étaient des terroristes. C'est totalement différent. Radio France Internationale, 6h en temps universel, 8h à Paris. La justice française et les crimes de la dictature chilienne. Un procès des extorsionnaires aura lieu à Paris. Contreras est poursuivi pour arrestation et séquestration, accompagné ou suivi d'actes de torture. Alphonse Chanfro, militant du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire, est enlevé à Santiago par la DINA, la police secrète de Pinochet. Il est torturé pendant 14 jours, puis conduit à la Colonia Dignidad. Il disparaît dans cet immense domaine privé fondé par un ancien nazi, Paul Schaeffer. J'ai considéré qu'à un certain moment, on avait suffisamment d'éléments pour que cette affaire soit jugée. On peut en avoir toujours plus, mais là, moi je trouve que le dossier est suffisamment complet pour passer devant une cour d'assises. Pour moi, c'est très important, non seulement au niveau judiciaire, mais aussi au niveau de l'éthique et moralement, de donner une réponse avec le plus de certitude possible aux familles, et plus particulièrement aux mères des personnes disparues. Je suis impatient d'arriver au bout de cette enquête et d'avoir une certitude absolue sur ce qu'ont vécu les personnes portées disparues. On a créé une brigade spéciale. Et ça a été un travail qui, malgré toutes ces années et malgré toutes les fouilles, n'a jamais pu aboutir. Il y avait trop de gens qui protégeaient la colonie. Exact. C'était un État dans l'État. Il y avait un filet de protection autour de Schaeffer et des gens de la colonie. En 3 mois, on a découvert que ce réseau était composé de politiques, de juges,
de policiers, de chefs d'entreprise. C'était un réseau extrêmement important. Il y avait sûrement beaucoup de brassage d'argent, de pression de toutes sortes. Ils invitaient des gens à dîner ou à une fête dans la colonie. Ils les entraînaient dans des activités à moitié pornographiques, les filmaient, puis les faisaient chanter. Là-bas, à côté de cet arbre, il y a un autre bunker. On va aller le voir. Ça, ce sont les câbles qu'on a déterrés et qui nous ont permis d'arriver jusqu'ici. Il y avait dans le terrain de la colonie des kilomètres et des kilomètres de câbles. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que tous ces câbles étaient cachés. Ils étaient enterrés. Beaucoup de câbles. Une quantité énorme. Sur tout le terrain de la colonie. La Colonia Dignidad avait des relations avec le gouvernement de Pinochet et avec les organisations anticommunistes internationales. Ils avaient un système de téléx directement relié à l'opération Condor et qui s'appelait Condortel. Et la CIA leur fournissait ces appareils de codage. La CIA a soutenu, et c'est très clair dans les documents déclassifiés aujourd'hui, la coopération et l'échange de renseignements entre le Chili, le Brésil, l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay. Le système de communication utilisé, d'après ce que je sais, était appelé Condortel. C'est un réseau de communication rapide entre capitales, centres de détention et les autres banques de données. Je vais vous donner un exemple d'opération courante dont j'ai de nombreuses confirmations. On arrête par exemple une personne au Paraguay. Et cette personne est chilienne. Les Paraguayens ne savent pas comment l'interroger. Ils savent qu'il est révolutionnaire, mais pas plus. Et grâce aux informations transmises par le Chili, par le réseau, ils savent exactement comment l'interroger. Là-haut, il y a une tour. Cette tour est un centre de télécommunication. On a tout coupé en 95. On l'a démantelé. Et depuis cette tour, il contrôlait tout ce qui était fréquence UHF et VHF. Selon une source d'information militaire américaine qui m'a confirmé l'existence de ce système, son utilisation était possible grâce à un système codé que partageaient tous les appareils militaires d'Amérique latine. Et tous ces appareils participaient à l'opération Condor. Ce que fait le président Bush en ce moment, c'est ce que vous appelez l'opération Condor? Quand tous les services secrets collaborent pour combattre sans répit le terrorisme dans le monde entier, c'est ça Condor? Je vous demande, aller en Afghanistan et tuer des gens, aller en Irak et tuer des gens, tuer tout le monde, chercher des informations, les services secrets, c'est Condor, ça? Ce que nous faisions, c'était réunir des renseignements au niveau régional. C'est assez effrayant, cette idée que personne ne pouvait être en sécurité nulle part, dans aucun pays du monde.
Parce que cette organisation internationale vous suivait. Elle vous poursuivait et pouvait même vous tuer, où que vous vous trouviez. ¿Este árbol es más atrás? Sí, todos esos árboles que se ven ahí atrás, ahí está el lugar. Dentro de este año, la policía... Cette année, la police a fait des découvertes. Encontramos una caja. Dans une des caches de ce type, on a trouvé de la dynamite. Et au cours de l'année, on a trouvé d'autres choses, comme un arsenal à l'intérieur de la colonie. Ce n'est pas seulement moi, c'est toute la société chilienne qui a été effrayée par les armes qu'on a trouvées. Il y avait des armes de guerre, des armes de poing, des armes de fantaisie, comme on n'en voit qu'au cinéma. Des appareils photo, des cannes qui tirent des balles, des stylos. Et en plus de ces armes très spéciales, on a trouvé aussi des armes qui ne sont pas faites pour la défense individuelle, comme des armes anti-chars. Il n'y a pas de doute que durant la dictature, la Colonia Dignidad servait d'intermédiaire aux militaires pour apporter des armes illégales au Chili ou pour en sortir illégalement vers d'autres destinations. Quand la DINA a voulu produire du gaz sarin, elle a exigé que le laboratoire soit déplacé dans la Colonia Dignidad. Et c'est ainsi qu'ils ont continué à produire ce gaz en très grande quantité. C'est un enquêteur officiel qui me l'a expliqué. Pourquoi, dans la Colonia Dignidad, fabriquait-on des armes chimiques, alors que c'est interdit dans le monde entier? Dans toutes les conventions, dans tous les traités internationaux. Et c'est parce qu'ils expérimentaient. Comme dans les camps de concentration, on faisait des expériences sur les Juifs. Là, ils faisaient pareil dans la Colonia Dignidad. Ils ont participé à l'assassinat d'opposants au régime, même hors du Chili, grâce au gaz sarin, qui provoque les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque. Schaeffer gagnait beaucoup d'argent grâce au trafic d'armes, mais aussi et avant tout grâce à sa coopération étroite avec les services secrets de la dictature chilienne. Avec le coup d'État, la colonie a reçu beaucoup d'argent en échange de la construction d'autoroutes. Et l'hôpital était une véritable mine d'or, car leurs services, prétendument gratuits, étaient facturés ensuite au ministère de la Santé. Avec le changement de gouvernement, l'arrivée du gouvernement démocratique, ils ont dû changer de stratégie, car ils n'étaient plus sous la protection ni de Pinochet, ni de la junte militaire. Ce qu'ont fait ces années de démocratie, ça a été de permettre l'accès à cet endroit pour que l'État chilien puisse y pénétrer, enquêter et savoir ce qui se passait. Quand on a su que Paul Schaeffer avait été arrêté, il y a eu comme un soulagement,
un sentiment nouveau de sécurité. Il n'allait pas revenir de sitôt pour nous manipuler à nouveau. Maintenant, c'est plus tranquille. Il y a plus de liberté, on peut sortir quand on veut. Nous sommes un groupe de jeunes et nous avons décidé de prendre la direction de la colonie pour que la communauté ait un avenir. Et c'est une bonne chose pour les enfants, pour les grands-parents qui vivent ici. Nous voulons nous agrandir. D'abord nous consolider, avoir des liquidités financières et grâce à ça, commencer à nous projeter professionnellement dans l'avenir. Grâce à la stratégie élaborée par les avocats même de la colonie, en concertation avec ses dirigeants, et qui consiste à transférer ces biens aux nouvelles entreprises qu'ils ont créées, ils arrivent à défier l'action de l'État et continuent de fonctionner avec le même pouvoir économique. La colonie s'est transformée. C'était une secte en 1961. C'est devenu une organisation capitaliste très très rentable qui s'appelle Abratec, qui est propriétaire de tous les biens meubles, en particulier le mobilier, les machines. Et puis, il y a une autre entreprise qui s'appelle Cerro Florido, qui est propriétaire de toutes les terres autour de Parral, qui est propriétaire de toute l'exploitation de gravier et de plusieurs immeubles à Santiago. On a estimé les bénéfices de la colonie à plus de 4 millions de dollars par an. Avant, Schaeffer gérait l'argent et un jour, il a dit que si on voulait partir, on pouvait s'acheter une île. Schaeffer disait aux colons qu'il avait un autre compte bancaire en Argentine, grâce auquel il pouvait tout recommencer à nouveau s'il le fallait. Et c'est ce qui explique comment Schaeffer a pu se moquer de la justice et de la police chilienne en allant s'installer en Argentine. Et c'est à ce moment-là qu'Interpol Argentine a fait les premières démarches qui ont abouti à l'arrestation de Paul Schaeffer en 2005. Et on a aussi arrêté 3 autres membres de la colonie, Peter Schmidt, Rebecca Schaeffer-Schneider et Matthias Gerlach, pour avoir caché Paul Schaeffer. Mais comme à ce moment-là, la demande d'extradition ne concernait que Paul Schaeffer et pas les autres, on les a identifiés, on les a contrôlés, on a vérifié leur domicile et on les a remis en liberté. Peter Schmidt, qui était avec Paul Schaeffer en Argentine et qui est toujours là-bas, parce qu'il est interdit de sortie de territoire, a eu accès à l'argent sale de Schaeffer. Avec cet argent, ils ont acheté des maisons, notamment celles qu'ils avaient en Argentine. Bonjour, je voudrais parler à Peter Schmidt. C'est Fernando Poglio du journal La Razón de la ville de Chivilcoy. Non, non, ils ont changé de numéro. La Solita. Sinon, vous ne l'avez pas? Non, ils ont changé de numéro. Ça, c'est un numéro privé. Vous n'avez pas leur nouveau numéro? Non, chaque fois qu'on leur a demandé, ils n'ont pas voulu le donner. Bonjour, comment allez-vous? Ah, je ne t'avais pas reconnu. De quoi on les accuse aujourd'hui? Ils ne sont pas mis en question. Ils ont caché quelqu'un, c'est tout. On invente n'importe quoi pour les mettre en cause. Mais Schaeffer a été ici, ils l'ont amené ici. Quelle est la vérité? Eh oui, ils étaient ici. Ils l'ont emmené ici. Et moi, je ne l'ai jamais vu. Ces gens-là produisaient de la confiture.
des fromages. Ils avaient un petit commerce. Ils avaient bâti une colonie où ils travaillaient. Et ceux qui achetaient leurs produits les appréciaient beaucoup. Mais quand Interpol est arrivé, que la bombe médiatique a explosé, alors on a enquêté et on a changé d'avis sur eux. Ils voulaient reproduire la colonie? Non, il n'y avait pas de barbelés, c'était pas un camp de concentration non plus, c'était une ferme. Mais enfin... Ceux qui habitent ici ne veulent pas voir de journalistes, c'est tout. Ne perdez pas votre temps. Aujourd'hui, s'ils sont en Argentine, c'est qu'ils doivent être aussi dans d'autres endroits du continent sud-américain. Et je le redis, si on veut en finir avec la Colonia Dignidad, il faut s'attaquer au pouvoir économique. Sinon, on ne pourra pas la détruire, au contraire. Elle va se multiplier, se reproduire avec de nouveaux visages, et ils vont commettre les mêmes atrocités, parce qu'ils vont avoir encore plus d'argent, encore plus de ressources. C'est un camp de concentration en Amérique latine qui a existé jusqu'en 2004, et qui existe encore pour certains. C'est une terrible honte pour le Chili, l'Amérique latine et le monde entier qu'existe encore la Colonia Dignidad. Ce système pervers qui s'est maintenu aussi longtemps et qui peut réapparaître n'importe où, à n'importe quel moment.